Colette Portelance. C'est un monument humain. Ben, c'est beaucoup. Tu sais, simplifier ça, Colette Portelance, pour moi, c'est beaucoup. C'est sûr que c'est la créatrice de quelque chose qui a changé ma vie. La NDC, puis le CRAM. Pour moi, c'est un génie. Colette Portelance, c'est une pionnière. C'est une des premières Québécoises à avoir développé sa propre approche thérapeutique. Ça va faire presque 40 ans. Et son approche thérapeutique est d'une efficacité incroyable. L'œuvre de ma mère, de Colette Portelance, c'est grand, là. C'est grand, c'est majestueux. Ça fait de grandes différences dans la vie de quelqu'un, d'un individu qui fait un travail avec la NDC. Vraiment. C'est une grande dame. À la fois une femme très brillante, mais à la fois d'une grande simplicité que j'apprécie beaucoup. L'œuvre de Colette Portelance, c'est une création qui a une portée immense, là. Pour moi, son apport dans la pédagogie, son apport dans la relation d'aide est immense. Ben, secrètement, je vais t'avouer, j'aimerais ça qu'il y ait une statue de Colette dans le parc La Fontaine. Colette Portelance, pour moi, ben, c'est une grande dame. C'est une magicienne. Non pas qu'on peut régler tout d'un coup de baguette magique, mais elle a la magie de rejoindre notre cœur facilement puis de nous faire croire que tout est possible. C'est à quel point elle a mis au cœur sa foi en l'être humain. Colette, elle croit profondément que chaque être humain a un potentiel. Quand elle s'adresse à nous, là, on croit en nous. Et d'avoir créé le CRAM, il y a une générosité de vouloir faire des petits avec ça pour aider les Québécois, une partie de l'Europe. Fait que c'est grand. Elle est grande, cette personne-là, pour moi. C'est une créatrice dans l'âme. Elle a besoin de créer, puis sa création, c'est pour aider les autres. Son élan de vie, c'est pour aider les autres, puis c'est ça que ça fait aussi. Et grâce à elle, puis à ce qu'elle a créé, que je suis heureuse comme je le suis dans ma vie aujourd'hui. Mais son œuvre mériterait d'être vue et connue si on était en mesure de faire connaître la NDC à plus grande échelle. Le monde serait différent. Colette, c'est pour moi un grand leader humain du 20e siècle. Bien, je suis née à Rigaud. Rigaud, c'est une petite ville entre Montréal et Ottawa. Et je suis l'aînée d'une famille de 7 enfants. Et je suis née le 22 août 1943, dans la maison de mes parents, dans la chambre de mes parents. Moi, quand j'étais petite, là, j'avais 6 ans quand j'ai dit à ma mère, « Moi, je vais être une maîtresse d'école. » Ma mère était institutrice. Elle avait enseigné 5 ans avant de se marier. Dans une école de campagne, là, elle avait entre 40 et 50 élèves de tous les niveaux. Elle travaillait avec... Elle enseignait à ce monde-là, là, tout dans la même classe, là, comme ça se faisait autrefois. Puis c'est drôle parce que dans ma famille, on est toutes les filles, on est 5 filles, on est toutes dans l'enseignement. Ça me touche, là, quand je dis ça. Maman nous a donné cet héritage-là. Cet héritage-là m'a suivi toute ma vie, puis j'ai fait ma vie dans l'enseignement. C'est ce qui est le plus important de ma carrière, c'est l'enseignement, c'est l'animation, c'est le travail avec des groupes, avec des ados, puis avec des adultes. Ça, je le dois à ma mère. Mon père était un homme autodidacte. Papa, il n'a pas eu la chance d'être instruit quand il était jeune, alors qu'il était vraiment premier de classe. C'est un rationnel qui a passé sa vie sur une ferme, donc qui a fait un travail de pragmatique. Mais j'ai plus vu mon père avec un livre dans les mains. C'est ça plus le souvenir de mon père que sur la ferme.
Quand je parle de papa, là, parler de mon père, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que il a eu une très grande influence sur ma vie, là. Ça a été peut-être la personne qui a eu la plus grande influence sur toute ma vie. Surtout au niveau de la relation. Parce que papa, c'était un homme de relation. Il avait une relation avec tout le monde, puis il savait écouter. J'ai reçu ça en héritage, puis ça me touche beaucoup, parce que toute la suite de ma vie a été influencée par cet héritage qu'il m'a laissé. Autant ma mère m'a laissé celui de l'animation puis de l'enseignement, autant j'ai reçu le rapport à la relation de mon père. Il y a des événements dans ma vie qui m'ont marqué, puis qui sont encore présents quelque part dans mon psychisme, là. C'est tout le rapport à la mort. Très jeune, j'ai été confrontée à ça. À 7 ans, alors que ma grand-mère habitait en face de chez nous, alors qu'on traversait la route très passante, j'avais ma petite sœur de 4 ans, d'un côté, mon autre de 3 ans, et celle de 4 ans m'a laissé la main, elle a traversé la rue, puis elle a été frappée sous mes yeux. Et là, c'est tout ce que... Je vous épargne tout ce que ça a eu comme impact. Moi, j'ai pas peur de mourir, moi, mais j'ai toujours peur de perdre des gens que j'aime depuis ce temps-là. Et ma sœur s'en est tirée. L'autre événement, c'est que à 15 ans, j'étais au pensionnat. On vient me chercher pour me dire que mon frère, qui avait 1 an plus jeune que moi, venait de se faire frapper en vélo, puis il est décédé. Alors, ce qui a été difficile pour moi, là, à ce moment-là, bien sûr, de perdre mon frère, mais ça a été de voir souffrir mes parents et de vivre l'impuissance par rapport à ça, de ne pas savoir quoi faire pour les empêcher de souffrir. J'ai commencé à m'intéresser à la psychologie, puis à vouloir me comprendre, parce que j'étais psychiquement, là, avec tous les événements qui s'étaient passés dans ma vie, j'étais perturbée. J'ai été confrontée à ça, le rapport à la souffrance, puis à l'impuissance devant la souffrance des autres. Puis je pense que ça a eu un impact dans ce que j'ai fait dans ma vie. Autant j'ai été influencée par ma mère par rapport à l'enseignement. Je me considère une pédagogue d'abord et avant tout. Mais autant j'ai été amenée à m'intéresser à la souffrance des gens puis à créer une approche thérapeutique à cause des événements qui sont passés dans ma vie puis qui m'ont rendue sensible à la souffrance humaine, toutes les sortes de souffrances. En fait, c'est ça. Tous mes professeurs, à partir de la 7e année jusqu'à la fin de mon bac en pédagogie à l'école normale, c'était des religieuses. C'était des femmes très compétentes, surtout les sœurs de Jésus-Marie, des femmes très, très, très compétentes qui avaient une formation très poussée. Je me souviens de sœur Marie Roland qui avait fait un doctorat en littérature à la Sorbonne. Elle m'a ouvert le monde de la littérature. Elle m'a ouvert aussi, elle m'a appris à écrire. Si je suis écrivaine aujourd'hui, là, c'est à elle que je le dois. Ça me touche beaucoup. Elle m'a appris à construire un texte, à écrire, elle m'a donné le goût de l'écriture, le goût de la lecture, la curiosité que j'ai toujours voulu communiquer avec les gens, parce que pour moi, ce que j'apprends, ça sert à rien si je ne peux pas le communiquer. C'est comme avancer dans la vie, si je peux pas faire avancer, ça n'a pas de sens. Je dois à mon père la relation d'aide, la relation, à ma mère l'enseignement, à elle l'écriture. Les 3 domaines fondamentaux de ma vie professionnelle actuellement.
au départ, j'avais pas l'idée de publier, j'avais l'idée d'écrire quelque chose pour le cours. Et puis, finalement, j'ai publié Relations d'aide et amour de soi, qui a été un succès puis qui se vend encore, là. Puis après ça, ça a été la communication authentique, parce que je trouvais que ça décrivait c'était quoi être en relation, puis l'approche était fondée sur la relation. Après ça, il y a eu des livres que j'appelle les livres à thème. L'application de la relation dans l'éducation des enfants, éduquer pour rendre heureux. L'application de l'approche dans la relation de couple. Puis l'autre, vivre en couple et heureux, c'est possible. Et puis après, il y a eu la démarche, la poursuite, la maladie. Là, il y a eu la guérison intérieure. Puis le lâcher-prise aussi. Ça, c'est toute la période dans le temps de la maladie. Et puis, il y a eu les derniers qui étaient sur le conflit, sur l'amour de soi, puis le dernier qui est sur le type d'intelligence. Mais ça part de mon travail avec les ados. Quand j'enseignais aux ados, puis que je trouvais qu'il y avait de la difficulté, puis que quand je parlais avec eux, je les trouvais très intelligents. Mais comment ça se fait? Je me demandais comment ça se fait qu'ils réussissent pas alors qu'ils sont aussi intelligents que ça. Et c'est là que j'ai pris des notes, puis je les ai observées, puis je me suis rendu compte qu'il y avait des types d'intelligence, là. Puis ça a changé mon approche pédagogique avec eux, puis ça a changé bien des affaires, là. Je suis en train d'écrire un livre sur la NDC, puis sur toutes les influences que j'ai eues. Puis aussi, qu'est-ce qui est original, c'est-à-dire qu'est-ce qui est typiquement de l'approche que j'ai créée, là. Qu'est-ce qui est typique à cette approche-là? Pourquoi? Parce que, justement, l'authenticité, c'est ça le but de la NDC, que tu trouves la liberté d'être toi. Parmi mes expériences de vie, il y a eu l'expérience de la maladie. Je pensais jamais que moi, je serais malade. J'ai eu un problème de santé qui a duré 15 ans. Un diagnostic qui, sur le coup, m'a bouleversée, de maladie incurable. Puis là, je me suis dit non, incurable, c'est pas pour moi. C'est pas vrai. C'est pas vrai que ça va être curable. C'était une expérience qui a pas été marquante dans ma vie. J'étais sûre que je m'en sortirais. J'ai pas un souvenir d'avoir été malheureuse là-dedans. Probablement par la foi que j'avais. J'ai souffert. Physiquement, j'ai souffert. Ça, c'est vrai. Mais je peux pas dire que ça a été aussi souffrant que bien des expériences affectives que j'ai eues dans ma vie. Je sais pas si c'est la foi. Il y a une partie de la foi. Moi, je croyais profondément que j'avais pas fini ma mission de vie, moi. Je croyais profondément qu'il y avait une force de vie dans moi qui était plus forte que tout. La pulsion de mort, je le sais, c'est quoi. L'envie de mourir, je le sais, c'est quoi. Je peux comprendre les gens qui veulent en finir avec la vie, là. Ça m'est arrivé, mais pour des problèmes psychiques. Jamais pour le côté physique, parce que j'ai tout fait. J'ai participé à ma guérison, puis je pense que l'univers a participé aussi. Fait qu'ensemble, ça a donné le résultat que j'ai aujourd'hui. Écoute, j'ai retrouvé ma santé. Je suis contente, je vais bien. Mais j'ai des convictions par rapport à la santé. La rencontre avec l'homme de ma vie. François,
Je l'ai connu très jeune parce qu'on allait à la messe dans la même église, puis eux autres, ils arrivaient toujours en retard, puis ils passaient par en avant, fait qu'on ne pouvait pas y manquer. Puis je trouvais ça beau. Il arrivait, il était 9 enfants chez lui. Hein. Il était le plus vieux de la famille, l'aîné. Je trouvais ça très beau. Puis il a commencé à s'intéresser à moi. Lui, il avait 13 ans. Quand il m'a vu à 13 ans, lui, dans sa tête, c'était moi, la femme de sa vie. Il a décidé ça, lui. Puis lui, il venait, puis il me tapait ses nerfs. Il m'intéressait pas du tout. Mais un jour, dans un party, il vient encore s'asseoir à côté de moi. Puis ce jour-là, je me suis dit, Colette, arrête de le fuir, là, prends le temps de l'écouter. Puis quand j'ai commencé à l'écouter, je suis tombée en amour. Ça me fait réaliser comment c'est pas par l'extérieur qu'il m'a eu, là. C'est juste par ce qu'il est. Ce gars-là, je suis tombée en amour avec lui. J'avais 19 ans, il en avait 18. Puis j'étais encore en amour avec lui. Une fois que je suis retournée aux études, là, c'était plus possible d'arrêter. C'était plus possible d'arrêter parce que c'était trop nourrissant pour moi. C'est devenu un besoin, là. Le besoin d'apprendre, le besoin de découvrir. Tu sais, j'avais même pas comme objectif d'aller chercher des diplômes. J'avais juste envie d'en connaître plus. Il y avait des bons profs à l'Université de Montréal. C'était passionnant. J'étais passionnée. C'était passionnant. La première fois que j'ai entendu parler d'un doctorat, c'est un professeur d'université. Elle me dit, pourquoi tu ne vas pas faire ton doctorat à l'Université de Paris? Ben là, ça n'avait pas de sens, c'était pas réalisable logiquement. Mais ça n'a pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Hein? Il y a quelque chose qui a germé là-dedans, puis je me suis dit, pourquoi pas? Mais j'ai 4 enfants, puis j'ai un mari qui a un commerce de matériaux de construction que j'aime pas bien. Pas lui, mais le commerce. Puis là, ben j'ai commencé à en parler. Puis finalement, lui, il commençait à moins trouver ça drôle, le commerce, là. Ça fait que mon idée commençait à l'intéresser, d'autant plus que 2 ou 3 ans avant, il avait aussi repris les études à l'université. Donc, il avait envie de continuer lui aussi. Fait que c'est ça qui fait qu'on a fini par... j'ai fait les démarches. On s'est inscrit parce qu'il fallait s'inscrire d'avance, parti à Paris faire mon doctorat. Puis quand avec les 4 enfants, là, qui avaient 3 ans, 7 ans, 10 ans, puis 13 ans à l'époque, hein, et quand je suis revenue, là, j'ai dû retourner dans l'enseignement à l'école secondaire parce que François avait plus de travail. Là, il avait vendu son commerce, puis il fallait gagner la vie, là, avec 4 enfants qui avaient vieilli de 3 ans. Et là, j'avais rien qu'une idée, là, c'était de créer, d'ouvrir une école. Puis ça s'est fait, on est arrivé en juin 85, on a ouvert l'école l'année suivante, puis le CRAM à l'automne. À l'automne 85, là, pas longtemps après qu'on était revenu, je me suis dit, on va trouver un local. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas de scène, là. On avait tout, on repartait à 0. Puis je présente mon programme dans un salon de santé, puis j'ai 18 étudiants. J'ai suivi ce que j'ai ressenti, c'était pas logique, ça n'avait aucun sens. Ça a été pareil quand on est parti pour Paris. Je
sentais qu'il fallait que je le fasse. Après ça, ça a été 48, 104, puis ça a remonté jusqu'à 500 là, d'étudiants. Les deux écoles que mes parents ont fondées, en fait, c'est le Centre de relations d'aide de Montréal en 1985. En 1995, ils ont créé l'École internationale de formation à l'NDC. À l'époque, on recevait les gens ici au Québec. Ensuite, plus tard, on a ouvert le programme complet là-bas. On a commencé en Alsace, on louait des salles là-bas. Ensuite, on a déménagé à Paris. On est allé à Bruxelles aussi, puis maintenant, on est à Toulouse. Les deux écoles, aujourd'hui, comptent entre 500 et 600 étudiants par année, selon les années. Je regarde ça aujourd'hui avec le recul, puis je me dis, la seule chose qui est mon point de repère, c'est mon ressenti. C'est ça. Chaque fois dans ma vie que j'ai suivi mon ressenti, je me suis jamais trompée. Moi, c'est de la relation d'aide. Je voulais faire de la relation d'aide, puis j'avais eu des formations. J'ai fait des thérapies, j'ai même fait une psychanalyse, là. J'ai fait des thérapies, toujours presque, à part de la psychanalyse, j'étais presque toujours dans le domaine de la psychologie humaniste. La gestalt, c'est humaniste, la thérapie rogérienne, c'est humaniste, puis la formation que j'ai reçue avec Michel Lobreau, parce que Michel, c'était mon directeur de thèse à l'université, là, mon directeur au doctorat. Mais il donnait une formation en dehors de l'université qui était d'influence très rogérienne. C'était pas Rogers, mais c'était d'influence rogérienne. Alors, moi, quand j'étais à Paris, j'ai profité de ça, puis j'ai suivi aussi d'autres formations là-bas. Il y a une chose que j'ai pas nommée, là, de mes influences, c'est la suggestologie. Après ça, je me suis intéressée à Georgi Lozanov, qui est un Bulgare, qui est à l'origine de cette approche. Lozanov a découvert, il était médecin, il était thérapeute, puis il était enseignant. Donc, il touchait à la personne humaine pas mal. Lui, il s'est rendu compte que dans son approche avec ses patients, dans son approche avec ses élèves, dans son approche avec toutes les personnes avec qui il travaillait, ce qui était le plus important, ça passait par lui. Puis il s'est aperçu qu'en formant des thérapeutes, puis des gens qui travaillent avec l'être humain, que ce qui rapportait le plus, qui faisait qu'il y avait le plus d'amélioration chez l'élève, chez le patient, c'était le travail que l'aidant avait fait sur lui-même. Que ça passait par lui. Et moi, quand j'ai vu ça, là, cette conception de la relation chez Lozanov, moi, je l'ai adoptée tout de suite parce que il n'y a pas de travail avec les êtres humains s'il n'y a pas de travail sur soi-même. C'est pour ça qu'avec l'ONDC, il y a un travail sur soi. Hein, on demande un ressourcement tant que tu vas pratiquer. Pour moi, c'est fondamental parce que ça passe par la relation, ça passe par les personnes. Alors, c'est tout le travail du non-verbal. C'est pas juste des techniques. Ce qui fait que j'ai été influencée par la Gestalt, j'ai été influencée aussi par Rogers et par Michel. Et puis j'ai jamais renié ces influences-là, puis je leur dois beaucoup à ces gens-là. Là. Mais il y avait quelque chose de chacune de ces approches-là qui me convenait. Puis finalement, la création de l'ONDC, c'était influencé par ça. J'ai eu je sais pas si je peux appeler ça la poussée intérieure. J'aime ça dire la poussée ou l'élan intérieur, parce que quand j'ai ça, là, si je passe pas à l'action, là, je suis pas heureuse, vraiment. Mais j'ai eu la poussée intérieure de vraiment
créer quelque chose de nouveau, en m'inspirant de ce qui est déjà là, bien sûr. Je voulais de l'unité. Je voulais que ça soit harmonieux. Je voulais que ça se tienne. Puis je voulais mettre de moi là-dedans que je trouvais pas. Il y avait plein d'affaires qui me manquaient de ce que... Ça veut pas dire que c'était pas complet en soi, là, mais que j'avais besoin de mettre de moi là-dedans. Puis c'est tout ça avec mon expérience psychique, je pourrais dire. Mon expérience psychique, relationnelle et psychique. Ça vient de là. Pourquoi une approche centrée sur la relation? Dans le temps, là, c'était nouveau. Approche centrée sur la relation, puis centrée sur le thérapeute. Aujourd'hui, il y a eu des émules là-dedans, mais quand j'ai commencé, là, c'était assez spécial, cette centration sur la relation. Tu sais, mon parcours, tout ça, ça m'a servi à faire à suivre mon chemin. Puis c'est comme ça que j'ai offert une formation que ça a commencé par 2 ans, puis après ça 3 ans, puis après ça les cours avancés que j'ai fait au CRAM, qui est devenu le Centre de relations d'aide de Montréal. Qu'est-ce qui se passe pour les étudiants qui font la formation, là? La première chose que j'ai remarquée, c'est le droit d'être ce que je suis. C'est le sentiment de liberté pour m'exprimer. Ça donne une liberté d'être que la plupart, on ne se donne pas avant de commencer une démarche comme ça, là. Alors ça, c'est la première chose que j'ai remarquée. Puis plus l'année avance, plus les gens osent s'exprimer, plus ils sont eux-mêmes, plus ils se sentent libres. Au début, ils le font parce qu'ils se sentent en sécurité, dans un milieu qui les jugera pas, qui va les accepter. Mais une fois qu'ils ont, comment je pourrais dire, qui ont développé plus d'estime d'eux-mêmes, d'acceptation, parce qu'ils ont été acceptés d'eux-mêmes, qui ont enlevé le jugement sur eux-mêmes, bien là, ils commencent à transposer ça dans leur vie. Comme nous, on est en relation avec eux, bien, on pourrait faire bien des théories sur la relation, mais quand tu l'as vécu, puis que tu as vécu pendant 3 ans, bien là, il y a quelque chose qui s'intègre, puis tu te rends compte dans ta vie que c'est quoi être vraiment en relation. Hein? Puis qu'est-ce que ça donne comme bien-être, comme satisfaction. Mais t'as beau lire un livre sur la relation, tant que tu l'as pas expérimenté dans un milieu sécurisant, bien là, tu peux pas l'intégrer, mais une fois que tu l'as intégré, tu peux plus t'en passer. C'est ça. Il n'y a pas de relation vraiment profonde avec l'autre, intime, ou si je ne suis pas en relation avec moi. C'est tout un travail être en relation. Hein. On a tellement appris à être ce qu'il faudrait qu'on soit pour être aimé, à développer des personnages que on s'éloigne de nous, là. Nos critères de relation, ils partent de trop de l'extérieur, passer de l'intérieur. Alors là, c'est ça qui se passe au Centre de relations d'aide de Montréal, avec l'approche non directive créatrice, c'est que là, t'es amené à l'intérieur de toi. Et là, tu peux pas là, rester dehors, là. Faut que tu rentres en dedans. Puis ça te permet de découvrir des choses. Puis comme t'es accueilli à l'extérieur sans jugement, bien, ça te permet de t'accueillir, toi, puis de te dire, bien oui, je suis une personne sensible. Puis si on me le reproche, je vais être capable de dire, c'est vrai que je suis sensible, puis être en relation avec moi, c'est être en relation avec une personne sensible. De pas se laisser changer parce que ça dérange l'autre. D'apprendre à dire, ça se peut que je dérange par ce que je suis. Alors, j'essayais, tout ce travail-là, c'est vraiment de m'accueillir, puis de m'aimer avec ça, puis de pouvoir m'assumer, assumer ce que je suis dans tout ce que je suis. C'est une démarche à long terme.
J'ai une reconnaissance infinie envers François parce qu'il a toujours été là dans mes projets les plus farfelus. Au début, ça lui faisait peur. Puis il a fini par comprendre que ça marchait. Puis c'est une association, c'est une association affective, une complicité, vraiment. C'est une association, je dis bien affective. Ça fait que c'est puissant. C'est puissant. Le couple de mes parents, c'est un couple fort. C'est un couple uni, puis c'est une équipe dans la vie, puis une équipe professionnelle incroyable. Ma mère, elle défriche. Mon père, c'est le bâtisseur. Alors, c'est une équipe formidable. Aujourd'hui, Marie et Guillaume, nous, on est retraités du CRAM, on est retirés du CRAM, mais eux poursuivent la démarche, où j'apprécie énormément que d'avoir eu des enfants qui prennent la relève. C'est bien sûr. Je l'apprécie, c'est parce que grâce à eux, ça continue. Maman, elle a une discipline comme j'ai jamais vu. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça m'a influencé, tout ça. J'ai toujours eu un respect fou pour ce qu'elle a réussi à faire, tu sais. C'est une défricheuse, maman. C'est une défricheuse, c'est une fonceuse. Ça prend des arbres et une forêt pour qu'elle puisse se trouver un chemin là-dedans. Là, si c'est une autoroute, ça marche pas pantoute, là. Fait que, c'est quelqu'un qui a besoin de défis, puis qui va au bout de ses idées, de ses désirs, de ses besoins, de ses objectifs. Il n'y a rien qui l'arrête. Puis ça, c'est sans compter l'œuvre qu'elle a créée. Là, ça, c'est une autre chose. D'arriver avec des idées comme ça, dans les années 85, là, on était ailleurs. Là, fait qu'elle arrive avec quelque chose de cet ordre-là, qu'elle se batte pour faire sa place, pour faire la place de l'école. Ça a été quelque chose. C'était un combat, là. À qui je pourrais recommander de rencontrer un thérapeute de mon approche, là, un thérapeute ANDC? Moi, je pense que toute personne qui a un problème avec lui-même, là, qui est mal dans sa peau, qui se sent pas libre, qui a de la difficulté à se réaliser, qui a le sentiment qui a des idées négatives par rapport à lui-même, qui s'aime pas, qui se respecte pas, qui est pas capable de passer à l'action, qui se donne pas la liberté d'être lui-même dans la vie, toutes ces personnes-là là, sont sûres de trouver une satisfaction avec l'approche non directive itératrice. Des gens qui ont des projets, puis qui osent pas aller, qui voudraient changer quelque chose dans leur vie, mais qui osent pas parce qu'ils se font pas confiance. Ça, c'est la bonne place. Des gens qui ont des difficultés relationnelles, de quelque ordre que ce soit, avec leurs enfants, avec leurs parents, avec leurs amis, avec leurs conjoints, quelle qu'elle soit, c'est sûr qu'il serait à bonne place de travailler avec cette approche-là. Puis travailler avec cette approche-là, ça peut vouloir dire aller directement consulter un thérapeute, parce qu'on a des spécialistes pour les ados, on a des spécialistes pour les enfants, on a des spécialistes pour les couples, des gens formés là, qui ont fait un travail sérieux de formation, parce que le côté professionnel, je l'ai eu dès le départ. Puis j'ai toujours dit à mes étudiants, notre meilleure publicité, c'est notre réputation. C'est-à-dire que c'est important qu'on fasse un travail professionnel, puis qu'on soit conscient qu'on travaille avec des gens qui ont des difficultés, qui sont vulnérables. Et professionnellement, faut jamais oublier ça. Ça fait de grandes différences dans la vie de quelqu'un, d'un individu qui fait un travail avec la NDC. Vraiment, c'est mesurable. Le avant, le après.
Les gens le disent. On a beaucoup de témoignages là-dessus. D'ailleurs, c'est tellement touchant d'entendre ça. Ce qui fait que socialement, ça fait une différence. Le changement de la société passe par les individus là, et leur milieu. Alors, l'individu qui arrive dans sa famille, dans son couple, avec ses enfants, change énormément de choses. Là. Et c'est par là qu'il y a un changement social. C'est pour ça que je pense que le travail qu'on fait avec la NDC, que ce soit à l'école, nous, ce qu'on fait à l'école, ou ce que les thérapeutes font ensuite, c'est très important. On change à notre niveau, à notre mesure, à partir de qui on est. On change quelque chose dans le monde, pour le mieux. Puis on change quelque chose dont le monde a vraiment besoin. Je suis dans une transition. J'ai entrepris ma 80e année de vie, ce qui est pas rien. Puis j'ai en même temps la conscience de mes limites physiques, puis en même temps le besoin de continuer, d'apporter quelque chose, parce que moi, ce que je l'ai dit tout à l'heure, si j'avance, je travaille pour faire avancer, puis que je vis des expériences qui m'ont apporté quelque chose, pour moi, c'est impensable que ça soit pas transmis. Et il faut que je trouve un moyen que ça serve, que ça serve aux autres. Fait que je suis là. Parce que je viens de vivre 2 années, les 2-3 dernières années ont été très éprouvantes pour moi. Là. Il y a eu des événements qui ont été peut-être de loin le plus grand défi psychique de ma vie. Et j'ai fait un chemin énorme dans ce cheminement-là, spécialement en ce qui concerne l'amour de moi. C'est pas pour rien que mon premier livre, c'est Relations d'aide et amour de soi, puis qu'un de mes derniers, c'est l'amour de soi. C'est la quête de toute ma vie, l'amour de soi. Alors, j'en suis à me dire, qu'est-ce que je peux faire qui pourrait apporter quelque chose aux autres, qui pourrait faire que cette expérience-là soit utile, mais qui soit à ma portée actuelle, qui entre dans mes limites de mes possibilités. Mais je sais que ce que je vais faire, ça va partir de ce que je suis. Ça ne partira pas d'ailleurs. C'est dur de défricher un chemin, mais on est tellement bien dedans parce que c'est notre chemin. C'est ça. Et puis une défaite qui vaut toutes les victoires, quand nos propres désirs nous ensorcellent. Parfois l'âme se rachète en se servant à boire. Je n'ai pourtant rien d'un criminel. Et Amélie qui demande si on rêve ou si on dort, c'est dans le silence qu'une réponse est belle. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. J'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. Et j'apprends à me tenir debout.